Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois on va voir l'histologie de l'utérus. L'utérus est un organe creux qui est essentiellement musculaire qui comporte trois parties. On a le corps utérin, le col utérin et puis entre les deux on a la zone de transition qu'on appelle l'isthme de l'utérus. Dans cette vidéo on va essayer de traiter les trois parties en même temps. Donc on va voir les différentes parties de façon un peu résumée. Et par la suite, je vais essayer de produire aussi des vidéos qui vont traiter chacune des parties à part. Donc concernant l'aspect macroscopique de l'utérus, comme on l'a dit, on a trois grandes parties. Donc on a le corps utérin, on a le col utérin, et puis entre les deux, la partie là de transition qu'on appelle l'isthme, ou bien aussi le segment utérin inférieur. Sauf que cette dernière nomenclature, ça veut dire segment utérin inférieur, on l'utilise surtout pour l'utérus gravide, ça veut dire au cours de la grossesse. Donc le col utérin, il a deux parties aussi, dont les tissus sont différents. Donc on a une partie endocervicale, on va voir ça plus en détail sur l'étape microscopique, et puis on a une partie exocervicale. Donc endo ça veut dire à l'intérieur, endo, et exo à l'extérieur. Puis on a le corps utérin avec trois couches. Donc en partant de la lumière qui est au centre, on a l'endomètre, qui est un peu l'équivalent d'une muqueuse sur les autres organes creux. On a une couche musculaire qu'on appellera le myomètre, et puis une séreuse. Donc je vais commencer tout d'abord par le col utérin, qu'on va observer sur l'âme histologique. Donc ce qu'on voit ici, c'est le col avec ses deux parties. Donc déjà au faible grossissement, on voit qu'il y a une différence entre l'épithélium, ou la muqueuse, en général qu'on voit ici, et la muqueuse qu'on voit ici. Donc ça, c'est une partie qui représente l'endocole, et ça, c'est l'exocole. Donc on commencera tout d'abord par l'exocole. Donc l'exocole, comme on le voit ici, c'est c'est une muqueuse en fait qui est tapissée par un épithélium qui est malpigien, ça veut dire qui est stratifié, pavimenteux, mais non kératinisant. Donc non kératinisant parce qu'on n'a pas de production de couches de kératine à ce niveau. Et puis la maturation commence au niveau de la couche basale, qui est cette couche de première cellule, cette première assise qui est en contact de la lame basale, alors que le reste des couches ne sont plus au contact de la lame basale. Donc c'est pourquoi on a dit que c'est un épithélium qui est stratifié. Et puis on a la maturation qui se fait progressivement vers cette direction. On aura tout d'abord une première ou bien plutôt une deuxième couche, après la couche basale, qu'on appelle la couche parabasale, qui est là. Puis on a la couche de cellules intermédiaires, et finalement la couche superficielle. Et au fur et à mesure que les cellules se maturent vers ce sens, on aura une augmentation de la taille du cytoplasme, une réorientation, si on veut dire, des cellules, donc parce qu'initialement elles sont orientées vers ce sens, et puis vers les couches superficielles, elles sont orientées dans ce sens. Et un troisième changement, c'est la taille des noyaux, parce qu'elle est importante au niveau de la couche basale, avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, puis les noyaux diminuent de taille et vont devenir pycnotiques, donc sous forme de petits points qui sont hyperchromatiques, foncés à ce niveau, au niveau des cellules superficielles. Donc c'est l'épithélium qu'on va trouver au niveau de l'exocole, donc comme on voit aussi là, le stroma, un peu l'équivalent de chorion au niveau des autres organes creux, il est essentiellement fibreux, donc il est fait de tissus conjonctifs avec des fibres de collagène qui sont colorées en orange ici parce qu'on a utilisé la corrélation HES, et il y a des éléments vasculaires et bien sûr des éléments nerveux. Passons maintenant à la deuxième partie qui est l'endocole. Alors l'endocole, il a un épithélium qui est totalement différent. Et déjà à un plus faible grossissement, pour apprécier l'architecture qu'on a, on a deux éléments. Donc on a un épithélium de surface qui est là, qui est l'épithélium en contact de la lumière directement. Et puis cet épithélium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'invaginer au sein du stroma pour donner des structures glandulaires, ce qu'on observe ici. Donc il y a un épithélium de revêtement, puis des glandes. Alors les glandes, on ne les trouve pas normalement au niveau de l'exocole, alors qu'elles sont présentes au niveau de l'endocole. Alors passons maintenant à l'épithélium. À plus fort grossissement, on voit très bien que c'est un épithélium qui est simple, parce qu'on a une seule couche de cellules. Et puis, un caractère important, c'est que les cellules, elles sont cylindriques, donc elles sont plus hautes que larges, et elles ont un contenu mucineux. Alors, c'est un peu difficile d'apprécier ça sur la lame. Je vais chercher les zones là où c'est possible de l'apprécier. Alors là, par exemple,
on voit qu'on a un aspect qui est clair du cytoplasme. C'est un témoin de la qualité mucineuse du contenu cytoplasmique. Et donc on dit que c'est un épithélium qui est simple, cylindrique et mucosécrétant, ou bien mucineux. C'est l'épithélium normal. Donc au niveau du stroma, alors on a une petite différence par rapport à l'exocole, c'est qu'on a une cellularité qui est plus élevée par rapport à ce qu'on a vu. Donc ça rappelle un peu, mais pas tellement, la cellularité qu'on trouve au niveau du stroma endométrial qu'on va voir tout de suite. Alors, un point important concernant la muqueuse ou bien concernant le col en général, c'est que la jonction entre l'endocole et l'exocole, elle se fait de façon brutale. Alors, et on peut indiquer cette jonction au niveau d'un seul point qui est celui-là. Alors, où on aura le passage brutal d'un épithélium malpigien, ce qu'on voit de ce côté, qui rappelle l'exocole, et l'épithélium endocervical, qui est un épithélium simple cylindrique et mucosécrétant. Alors, sauf que il y a une petite remarque, c'est que on a une différence en fait entre l'épithélium qu'on a vu au début et celui de cette zone. Alors ça, c'est un épithélium malpigien certes, mais on n'a pas à avoir l'architecture bien organisée qu'on a au niveau de cette région. Alors ça, cette zone d'épithélium malpigien un peu désorganisé, on l'appelle la zone de transition. Parce que c'est en fait une zone qui était occupée par un épithélium endocervical et qui a changé, qui est maintenant occupé par un épithélium qui est malpigien. On appelle ça une métaplasie malpigienne. Alors, quels sont les signes qui m'ont permis de dire ça? Alors déjà, la malorganisation, si on veut dire, de cet épithélium qui est nouveau, qui vient d'être installé. Et en deuxième lieu, c'est des éléments qu'on trouve au niveau du stroma ou bien du chorion, c'est la présence de glandes endocervicales. Et ce qui se passe, c'est que si on revient à notre épithélium au niveau de l'endocole, nous savons que ces glandes-là, elles ont aussi une mucosécrétion, parce qu'elles sont épicées déjà par le même type cellulaire qu'on trouve en surface, donc elles vont sécréter du mucus à ce niveau, et puis ce mucus il va être drainé par des canaux vers la surface. Alors le fait qu'on ne voit pas ces canaux de drainage, ça revient juste à l'incidence de coupe. Alors je vais chercher, oui, parfois c'est possible d'observer de telles continuités entre la lumière et les glandes, mais parfois c'est pas le cas. Bon, ici, en partie, on peut imaginer que cette glande-là, elle a cette continuité avec la lumière. Mais il faut savoir que toutes les glandes qu'on voit ici, elles vident leur contenu vers la lumière. Alors, ce qui se passe quand on a un remplacement de l'épithélium endocervical par un autre qui est exocervical, on n'a plus la possibilité de vider le contenu des glandes. Et donc, ce qui va se passer, les glandes, elles vont garder toujours leur produit de sécrétion à l'intérieur. Les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont continuer à sécréter, et donc ce qui va causer une accumulation du produit de sécrétion à l'intérieur, donc ce qui va donner cette dilatation qui commence déjà au niveau de cette glande par exemple. Et par la suite, ça va se dilater de façon tellement importante et donner des structures kystiques, d'accord, qu'on appellera alors les œufs de Naboth. Donc c'était en bref pour le col, la partie du col, et puis il est important de mentionner qu'en continuité avec la musculaire de l'endomètre, on a une extension vers le col, donc ça explique le fait qu'on peut trouver à ce niveau aussi du muscle lisse. Donc tout ça, c'est des faisceaux entrecroisés de muscles lisses. Donc à la différence du tissu conjonctif collagénique, déjà en termes de coloration, le collagène il prend l'orange du safran, le muscle il prend l'éosinophile de l'éosine. Et puis l'aspect des cellules, c'est vrai que les noyaux, il y a une ressemblance entre les noyaux d'un fibroblaste, qu'on voit ici, au niveau de la partie conjonctive, et celle d'une cellule musculaire, mais on a un cytoplasme qui est abondant autour des noyaux des cellules musculaires, à l'inverse de ce qu'on a au niveau d'un fibroblaste. Donc j'aimerais passer maintenant rapidement vers l'aspect du corps utérin. Donc corps utérin, comme on l'a dit tout au début, on a dit que ça comportait 3 couches. Donc on a une couche qui est un peu foncée ici, qui est représentée par l'endomètre, une couche qui paraît rose, et qui correspond au myomètre, et puis on a une séreuse à la fin qui doit contenir en fait un tissu conjonctif avec des éléments vasculaires. Donc l'élément le plus important au niveau
du corps utérin, de la paroi du corps utérin, c'est surtout l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est quoi? Alors on a dit que c'est une muqueuse, et qui dit muqueuse, ça veut dire qu'on aura en même temps des éléments épithéliaux et des éléments conjonctifs. Alors l'épithélium, on le trouve au niveau de l'épithélium de surface et au niveau des glandes. Alors l'épithélium de surface et des glandes, c'est le même. C'est un épithélium qui est fait de cellules cylindriques, comme on voit ici par exemple, parce qu'on a une hauteur des cellules qui est plus importante que la largeur. Et puis on a un caractère qui est soit simple, ça veut dire par exemple ici on a l'impression d'avoir une couche de noyau, ou parfois stratifié. Alors que en fait on sait que toutes les cellules elles sont au contact de la lame basale et que cette stratification, c'est en fait le résultat d'une multiplication importante des cellules à ce niveau, et c'est pour ça qu'on va dire qu'il s'agit d'un épithélium pseudo-stratifié et non pas stratifié. Donc voilà, donc l'épithélium qu'on a à ce niveau, puis ça repose sur un chorion qui est nettement cellulaire. Et d'ailleurs, cette cellularité du stroma endométriel, c'est ça ce qui donne au faible grossissement cet aspect violacé un peu, vu la richesse en noyaux qui ont pris donc le violet du colorant hématoxyline. Donc c'est des cellules, comme on le voit ici, qui sont fusiformes, avec des noyaux qui sont soit ovales par exemple à ce niveau, ou bien des noyaux qui sont allongés, un cytoplasme qui est à peine visible, donc on peut voir des zones qui sont un peu éosinophiles autour des noyaux, mais pas toujours. Par exemple, ça, c'est un noyau autour duquel on ne voit pas tellement de cytoplasme, mais il faut garder à l'esprit que c'est des cellules qui sont hormonosensibles, ça veut dire qu'elles vont changer d'aspect selon l'influence des hormones. Donc ce qu'on voit ici, voilà, donc le stroma endométrial avec des glandes qui sont là, et puis au niveau du chorion, on a à voir aussi des artérioles qui sont spiralées. Donc ce qu'on voit ici, c'est des lumières vasculaires, donc je le sais parce que j'ai des cellules endothéliales, voilà, avec des noyaux qui font protrusion au niveau de la lumière. Là aussi, c'est des cellules endothéliales, et puis on a une couche musculaire autour. Le nombre de couches, tant que ça ne dépasse pas 5 cellules musculaires lisses, on est dans le compartiment artériolaire. Donc c'est des artérioles, et je sais que c'est spiralé parce que le fait que je passe à plusieurs reprises au niveau d'une seule artériole, ça veut dire qu'elle a une forme de spirale. Après, on a le myomètre, qui est la couche musculaire, donc qui occupe la majeure partie de l'épaisseur de la paroi, avec 3 couches distinctes, mais c'est difficile de les distinguer vraiment sur une coupe histologique, avec la couche moyenne, qui est particulièrement riche en vaisseaux à paroi musculaire, comme on voit ici, là aussi, et puis la séreuse enfin. Alors, je vais rajouter une dernière lame virtuelle pour vous montrer que, en fait, au niveau de l'endomètre, commencer, c'est un endomètre qui est hormonosensible et qui va subir beaucoup de modifications en fonction du cycle menstruel. Et en fait, on distingue deux zones. Donc on a une zone fonctionnelle, et la partie un peu dense ici, c'est la zone résiduelle. Parce que la zone fonctionnelle, elle est construite à chaque début du cycle, mais elle va être tout simplement éliminée, et c'est à la zone résiduelle de la régénérer de nouveau. Et maintenant, j'aimerais passer à une récapitulation de ce qu'on vient de voir sur les lames virtuelles. Donc on a dit que sur l'exocole, donc on aura à voir un épithélium qui est mammifien, avec la présence au niveau de l'épithélium de 4 couches, donc la couche basale, la couche parabasale, intermédiaire, ainsi que la couche superficielle, avec une maturation progressive qui se fait depuis la couche basale vers la couche superficielle, et cet épithélium va reposer sur un stroma fibreux. La zone de transformation, qui est en fait la zone de jonction entre l'exocole et l'endocole, ça veut dire entre l'épithélium mapillien et l'épithélium cylindrique, c'est souvent le siège d'une métaplasie mapillienne, et donc avec une migration entre les deux. L'endocole, c'est un tissu qui est tapissé par un épithélium qui est simple, cylindrique et mucineux, avec présence également comme structure de glandes endocervicales. Le segment utérin inférieur, ou ce qu'on appelle aussi l'isthme, c'est un peu un mélange entre les glandes endométriales et endocervicales. C'est logique puisque c'est un élément anatomique qui est situé un peu entre l'endomètre et le col. Les glandes endométriales, comme on a vu sur les coupes histologiques du corps utérin,
c'est des glandes simples ou parfois peuvent montrer un aspect pseudostratifié, ce qui est dû à une multiplication qui est importante. Les cellules qui vont tapisser cet épithélium, elles sont de type cylindrique. Elles peuvent montrer parfois des vacuoles ou bien des cils. Et ces glandes sont disposées dans deux zones distinctes, fonctionnelles, qui est éliminée à chaque fois où on a la période de menstruation, et résiduelle qui est toujours présente, et c'est elle qui va donner naissance à cette zone fonctionnelle. Le stroma endométrial, ça veut dire le tissu conjonctif sur lequel va reposer l'épithélium endométrial. C'est un tissu conjonctif qui est dense en cellules. C'est des cellules qui sont souvent fusiformes et c'est un tissu qui comporte plusieurs artérioles qui sont d'aspect spiralé comme on vient de le voir sur les lames histologiques. Alors ces cellules, c'est vrai qu'on a vu qu'elles sont de taille petite et d'aspect fusiforme, mais comme on a dit, c'est également des cellules qui sont hormonosensibles et qui peuvent devenir polygonales de grande taille ainsi que éosinophiles. C'est ce qu'on appelle une décidualisation. Donc on va voir par la suite ça avec plus de détails. Le myomètre, quant à lui, c'est la couche musculaire qu'on trouve en continuité avec l'endomètre. Elle comporte trois couches, une longitudinale qui est en continuité ou bien en contact de l'endomètre. La couche qui vient après, c'est la circulaire, qui contient un nombre important de vaisseaux qu'on a vu aussi sur les lames virtuelles. Et puis après, la couche musculaire la plus externe, elle est aussi longitudinale. Et puis la dernière couche, c'est la séreuse, qui va être bien évidemment tapissée par le péritoine. Il faut faire attention à certaines variations, à certains pièges, notamment concernant l'âge. Donc qui dit un organe qui est sensible à certaines hormones dit une variation avec l'âge, vu que l'âge bien sûr c'est associé en fait à des modifications importantes. Donc en prépubère c'est pas la même chose que en cours de la puberté et c'est pas la même chose que la période en post-ménopause. Alors concernant le col, la puberté, elle est marquée par un déplacement de l'épithélium endocervical vers l'extérieur. Donc ça prend un peu la place de l'exocole. Et puis au cours de l'âge de procréation, on a un retour progressif de ces endocoles à l'intérieur du canal endocervical. Concernant l'endomètre, à la période post-ménopausique, on a une tendance à avoir une atrophie. Et cette atrophie, il s'avère qu'elle est associée à une kystisation, à une dilatation kystique des glandes endométriales. Et puis, il est important de mentionner que aussi au niveau du col, la faible stimulation hormonale du col va être associée à une atrophie du col, ce qui va donner un aspect un peu basaloïde à toutes les cellules des différentes lignées de l'épithélium mammillien. Mais c'est important à savoir parce qu'en fait, ceci est à ne pas interpréter comme une dysplasie. Alors les métaplasies, on peut les observer au niveau de l'utérus. Alors la métaplasie malpighienne, la métaplasie tubaire avec la présence de cellules ciliées, ainsi que la métaplasie mucineuse où on aura le remplacement de cellules de glandes endométriales par des cellules qui sont mucineuses. Il est important à noter qu'au cours de la grossesse, ou bien sous certains stimuli hormonaux, notamment externes, on peut avoir une modification des glandes endométriales qui deviennent adossées et peuvent présenter également des atypies. Tout ça, ça rentre en fait dans le cadre de ce qu'on appelle la réaction d'Arias-Stella. Donc on va voir tout ce qu'on vient de citer maintenant plus en détail dans des vidéos qui vont être détaillées pour ces sujets-là. Donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous. Je vous invite à regarder d'autres vidéos qui sont également disponibles sur la chaîne et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.